Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. La matinée a déjà été riche. Enchaînons sans plus attendre avec cette première table ronde multifonctionnalité des sols et santé humaine, les fonctions des sols qui ont un impact positif sur la qualité de vie et le bien-être des populations. Donc 4 invités en tribune. Arnaud Legout, chargé de recherche à l'INRA. À ses côtés, Séverine Piuti, maître de conférence à l'Université de Lorraine. Pascal Simonet, directeur de recherche au CNRS, et Christophe Schwartz, on vous a entendu ce matin, mais c'est avec plaisir qu'on va vous écouter encore, professeur à l'Université de Lorraine et directeur du laboratoire Sol et Environnement. On a évoqué dans la matinée un certain nombre de notions. Pour débuter cette table ronde, j'aimerais qu'on fasse exercice de pédagogie autour d'un certain nombre de notions, notamment celle de, avant de parler de multifonctionnalité, de fonctions. Tout à l'heure, Christophe, dans votre présentation, vous avez montré un schéma réalisé par la FAO qui mettait en évidence 11 éléments et vous disiez qu'on y retrouvait à la fois des fonctions et des services rendus par les sols. Et donc, je voudrais qu'on commence par cela, par l'explication de texte sur ces notions de fonctions et de services rendus. Donc, je veux bien que vous preniez le micro, Christophe, et puis vous pourrez compléter aussi, parce que en fonction de vos différentes chapelles, ou en tout cas regards scientifiques que vous portez sur les sols, vous pourrez enrichir ces définitions. Merci pour cette question qui n'est pas facile. Alors, de prime abord, ça paraît évident. Après, il y a encore beaucoup de discussions autour de cette répartition entre services et fonctions. Néanmoins, je vais essayer d'être clair. Enfin, à mon sens, ce qui fait essentiellement la différence entre des fonctions assurées par les sols et les services rendus par les sols, c'est que les services, effectivement, sont rendus à l'homme. Et donc, on est dans une vision très anthropocentrée, qui d'ailleurs, dans certains cas, pourrait amener à de la monétarisation, ce qui est d'ailleurs aussi très discuté. Les fonctions, je dirais que c'est beaucoup plus une approche écologique au sens du fonctionnement de l'écosystème dans lequel on est. Donc, dans mon esprit, les principales fonctions vont être la fonction de support de végétation, la fonction de support de biodiversité, qu'on peut distinguer parce qu'elle est encore plus vaste que la fonction de support de végétation, puis les fonctions assurées par les sols qui sont de l'ordre de la filtration, de l'échange entre les constituants physiques des sols et l'atmosphère et l'eau. Donc voilà, là on est sur des fonctions. Après, la déclinaison des fonctions finalement amène à des services qui peuvent être rendus. Le support de végétation amène à l'approvisionnement en biomasse alimentaire. La fonction de filtre et d'échange amène à la régulation de la dynamique des polluants éventuellement, ou l'infiltration de l'eau avec la régulation des crues, des inondations au niveau des villes, par exemple. Donc voilà, moi je verrais essentiellement le service anthropocentré et la fonction dans une définition liée au fonctionnement de l'écosystème et des interactions entre les compartiments de l'écosystème. Alors, est-ce que tout le monde souscrit à cette définition ou veut apporter un complément ? Je crois que vous, Séverine Piuti, cette question de la place de l'homme, quand vous parlez de services écosystémiques, là aussi c'est important de bien distinguer une approche anthropocentrée d'une approche purement écologique. Oui, pour rebondir sur ce qu'a dit Christophe, si on prend finalement l'exemple de la production agricole, il est clair que cette production agricole, elle résulte par exemple de fonctions liées au sol, mais après, il ne faut pas oublier qu'il y a les pratiques agricoles. Donc finalement, si on considère cette production agricole, c'est le résultat, certes, du fonctionnement, donc des fonctions de l'écosystème, que l'on peut influencé par les pratiques agricoles. Alors un terme que l'on va utiliser avec vous, Séverine, c'est celui de micro-organismes que l'on a déjà là aussi entendu ce matin. Et là aussi, vous mettez en évidence un certain nombre de fonctions de ces micro-organismes. Je vous propose que vous en disiez un mot. Alors en fait, les micro-organismes qui sont présents dans le sol vont être fortement en interaction avec les racines, notamment des plantes. Et cette interaction va conduire à des fonctions biologiques qui sont des fonctions de biostimulation, par exemple des micro-organismes qui vont permettre de modifier l'architecture racinaire des plantes et l'efficience d'utilisation des éléments minéraux par les plantes. Des fonctions de biofertilisation qui sont liées à des micro-organismes qui vont dégrader de la matière organique, qui vont fixer de l'azote atmosphérique, par exemple.
des fonctions de biocontrôle, c'est-à-dire de régulation naturelle, proie prédateur dans les sols, et puis des fonctions de bioépuration, à savoir que ces micro-organismes peuvent influencer la capacité des sols à dégrader des polluants, à les stabiliser, etc. Donc on peut potentiellement s'appuyer sur ces fonctions biologiques des sols, notamment en agriculture, pour faire surexprimer ces fonctions et optimiser la production agricole. Donc tout à l'heure, on viendra ensemble sur la question des biosolutions. Pascal, vous, dans votre approche, vous vous intéressez notamment aux bactéries dans le sol et avec des fonctions de bioatténuation et de bioaugmentation. Donc j'aimerais que vous nous parliez de ces deux notions-là également. Oui, dans le cadre de ce qu'on appelle la bioremédiation, c'est-à-dire l'élimination des polluants par les micro-organismes du sol. Alors, quand un sol est pollué, en fait, il y a, si on veut, trois solutions. La première, qui est la bioatténuation, c'est de rien faire, et puis d'attendre que les bactéries et autres micro-organismes fassent le boulot. On peut aller un peu plus loin avec la biostimulation, c'est-à-dire apporter des nutriments qui vont aider les micro-organismes du sol à dégrader plus vite. Et enfin, le dernier point, ce serait la bioaugmentation. À ce moment-là, si on a sélectionné au laboratoire des souches bactériennes susceptibles de dégrader le polluant, eh bien, ça peut être la voie la plus intéressante. Alors, il faut garder à l'esprit ça que c'est dans la théorie. Après, la pratique peut être légèrement différente, dans le sens que pour la bioaugmentation, par exemple, quand on amène des bactéries, on n'est pas du tout certain que la bactérie qu'on va apporter va être compétitive par rapport aux autres micro-organismes. Et en fait, elle peut strictement rien faire. Par contre, des fois, on peut attendre que la bioatténuation fasse le job tout seul. Dans certains cas, c'est peut-être pas très efficace, pas très rapide, mais il faut quand même garder à l'esprit le caractère extrêmement efficace de l'adaptation bactérienne. Vous avez sûrement entendu parler du lindane, qui était un insecticide qui a été interdit, en partie parce qu'il avait une rémanence extrêmement importante dans les sols. C'était un composé chloré, et pendant toute leur évolution, milliards d'années d'évolution, les bactéries n'ont jamais été confrontées à ce type de produit. Donc aucune raison de garder une voie de dégradation capable de dégrader le lindane. Et donc c'est pour ça que, mis dans le sol, le composé était récalcitrant. Jusqu'au jour où on s'est rendu compte que sur des sites très pollués, il y avait des bactéries qui étaient capables de dégrader le lindane. Donc on a réussi à isoler ces bactéries, on a compris d'où venait le potentiel de dégradation. C'était un gène, alors je vais employer le terme entre guillemets, créé, en fait, qui a été remodelé par les micro-organismes de l'environnement à partir de bouts d'ADN qui venaient de bactéries différentes. Et c'était dans des conditions où on voit bien que ce n'est pas optimisé. Ça a été la première réponse rapide. Donc en quelques dizaines d'années, ce qui est absolument rien au niveau du temps que fonctionnent les bactéries, eh bien, là, une voie de dégradation s'est mise en place. Non pas parce qu'il y avait du lindane, mais parce qu'il y a un remodelage continuel, une dynamique continuelle des éléments d'ADN, des génomes bactériens, et qui ont fait qu'à un moment donné, cette bonne combinaison s'est trouvée dans une bactérie, et la bactérie a été capable donc de se multiplier parce qu'elle avait accès à des nutriments que les autres n'avaient pas. Alors cette capacité d'adaptation, on en reparlera tout à l'heure sur la richesse que peut apporter le sol en termes de médicaments et d'antibiotiques, on en reparlera tout à l'heure. Alors maintenant qu'on a explicité un certain nombre de notions, j'aimerais qu'on s'intéresse aux impacts positifs des sols, en particulier des sols forestiers, avec vous Arnaud Legout. C'est votre sujet d'étude et les sols ont clairement un impact important sur la question de l'eau. On l'a évoqué, l'eau ce matin, mais plutôt en termes agricoles avec les enjeux de ruissellement. Pour vous, quels sont ces impacts positifs en sol forestier ?
Alors, en sol forestier, on va parler en moyenne, hein, parce qu'il y a toujours des cas particuliers, mais en moyenne, les sols forestiers, si on les compare à d'autres écosystèmes végétalisés, notamment agricoles, on a plutôt des eaux propres en comparaison d'autres écosystèmes. Alors, j'avais un petit exemple, mais je ne sais pas si ça... On a en fait on n'a pas énormément de travaux qui s'intéressent à comparer les eaux, disons, produites par différents écosystèmes qui ont des couverts différents. Il y a une petite étude qui avait été menée par un collègue de l'INRA, Marc Benoît, dans les années 2000, et qui montre, si on compare des sols, alors ça doit être le tableau du haut, là, on a différents couverts végétaux, notamment les forêts qui sont la première ligne du tableau, et on va s'intéresser à un indicateur de qualité d'eau qui est le nitrate ici. Et ce qu'on voit, c'est qu'on est sur des concentrations de nitrate en milligrammes litres à environ 1 mètre de profondeur, donc dans les eaux de surface. En forêt, on est à 2 milligrammes litres, je crois, de souvenir. Et plus on va sur des systèmes agricoles qu'on peut qualifier de peut-être impactants pour les sols ou intensifs, et plus on va avoir des quantités de nitrate retrouvées dans les eaux de surface importantes. Donc voilà, en moyenne, les écosystèmes forestiers produisent quand même une eau de qualité. Alors, une eau de qualité parce que les pressions humaines sont a priori moins importantes dans ces milieux-là, que ce soit sur les questions du travail du sol, de très peu d'intrants, c'est ce que l'on voit aussi là dans ce tableau. Oui, tout à fait. Alors après, c'est en moyenne, mais il y a des pratiques qu'on sait impactantes pour ces écosystèmes forestiers. Et on est dans un contexte, on peut appeler de changement global. Hein. Donc il y a à la fois le changement climatique, on a à la fois le changement, on peut appeler autour des sylvicultures, avec une production ou une demande accrue en bois énergie, notamment plus de mécanisation. Et puis également changement de régime de dépôt atmosphérique. Alors ça c'est un peu moins connu, mais aujourd'hui on est en fait sur par rapport au passé, dans les années 70-80, vous avez, je pense, tous entendu parler des fortes émissions de soufre, d'azote, notamment par la production d'énergie. Ces émissions ont fortement diminué, mais on est encore sur des niveaux azotés dans beaucoup de régions françaises, voire européennes, assez importants. Et à côté de ça, on a une baisse d'éléments qui sont intéressants pour la végétation, des éléments nutritifs comme le calcium, magnésium et potassium, qui, eux, liés au fait de filtrer notamment beaucoup d'émissions sorties d'usines ou d'industries, on est aussi sur des diminutions de cations nutritifs qui étaient intéressants pour les écosystèmes forestiers. Donc d'un côté, on a encore de l'azote qui, sous certains aspects, peut être considéré comme acidifiant et donc impactant les écosystèmes forestiers. Et puis à côté de ça, on va avoir une baisse de cations nutritifs arrivant dans l'écosystème. Alors, on reviendra tout à l'heure sur les enjeux, les questions que ça peut poser en termes d'aménagement du territoire, parce que ça a été dit, l'objectif de cette journée, c'est aussi de pouvoir éclairer les politiques publiques. Donc, il y a des questions ouvertes. Là, on n'attendra pas de vous forcément des réponses absolues, mais des questions qui se posent à vous. Regardons du côté des terres agricoles avec vous, Séverine Piuti. Vous le disiez, il y a des biosolutions qui sont à notre portée pour changer le paradigme sur les systèmes agricoles. Alors, par rapport à ce qu'on a connu par le passé, on sait à l'heure actuelle que pour éviter les impacts notamment négatifs de certaines pratiques agricoles, qui ont été des facteurs de production importants et qui ont permis de déplafonner des rendements entre les années 1960 et 2000, on sait très bien qu'à l'heure actuelle, il faudra repenser les systèmes de culture. Et une des voies de conception des systèmes de culture à l'heure actuelle, c'est d'essayer de se départir de la dépendance trop importante aux intrants de synthèse, donc que ce soit les engrais de synthèse ou que ce soit les produits phytosanitaires. Et donc pour cela, l'idée c'est de s'affranchir plus ou moins complètement de ces intrants en utilisant des biosolutions. Donc des biosolutions, c'est notamment des molécules qui seraient produites par des organismes biologiques qui pourraient favoriser de la régulation naturelle,
ou alors directement les micro-organismes qu'on pourrait utiliser comme des agents biofertilisants ou de biocontrôle. Et puis on peut aller plus loin, on peut aussi se dire que ces biosolutions qui ne pourront pas de toute façon permettre un affranchissement complet des intrants de synthèse, on pourrait les utiliser en modifiant aussi les systèmes de culture, en réintégrant beaucoup plus de diversité, puisque comme Christophe l'a dit, finalement c'est sur cette biodiversité que l'on va pouvoir récupérer des fonctions et des services écosystémiques en fait. Et ce qui est important aussi dans votre travail, Séverine, c'est que ces biosolutions, on n'est pas dans une logique qui se concentrerait uniquement sur la piste de l'agriculture biologique aujourd'hui. Vous travaillez sur l'ensemble des systèmes agricoles. Voilà. L'idée, c'est pas forcément d'opposer des systèmes entre conventionnels, biologiques, etc. C'est plutôt de trouver des innovations dans les systèmes et du coup de réintégrer, pourquoi pas, des solutions utilisées dans des systèmes d'agriculture biologique, mais dans d'autres systèmes pour favoriser cette dépendance. Alors, vous avez un exemple assez concret justement sur des évolutions en termes, il s'agit d'élevage laitier en particulier. Alors, j'aimerais que vous nous parliez de ce qui a pu être mené. Donc là, en fait, c'est un projet qu'on a mené pendant 3 ans avec l'Institut de l'élevage, donc qui était financé par l'interprofession laitière et qui visait à voir quelles étaient les pratiques dans les systèmes d'élevage qui pouvaient renforcer la fertilité intrinsèque des sols, donc le fonctionnement biologique notamment de ces sols. Et donc, dans ce cadre-là, on a regardé quelles étaient les pratiques agricoles en élevage qui pouvaient favoriser le fonctionnement biologique. Et là, je vous ai simplement remis une des pratiques que l'on a étudiées, qui est la diversification des systèmes de culture avec réintroduction de prairies temporaires en alternance avec des cultures annuelles. Et on voit bien sur le graphique que les prairies permanentes, qui sont des écosystèmes qui sont peu perturbés, vont être clairement opposées aux cultures annuelles et que le fait de réintroduire en alternance des prairies temporaires de 2, 3, 4 ans permet finalement de revenir vers des systèmes de type prairie permanente. Donc ça correspond à l'étape où on essaye de rediversifier les systèmes de culture sans forcément intégrer de biosolutions, mais au moins pour favoriser le fonctionnement du sol et la capacité des sols à soutenir la production agricole. Alors, j'aimerais qu'on peut-être avoir votre regard, Christophe, justement sur ces 2 premières approches que l'on vient d'entendre, parce que c'est vrai que on l'a entendu déjà ce matin, on n'a pas forcément une perception des apports directs du sol sur l'eau, sur les questions de l'élevage, et qu'on a encore un regard, en tout cas le grand public, qui est complètement coupé en fait de ces réalités-là. Donc on est en train de faire bouger ces lignes. Oui, je pense que beaucoup de gens considèrent que le fait d'avoir des sols, c'est un acquis. Et au final, on voit beaucoup plus émerger la qualité de l'aliment, qu'il soit la biomasse animale ou la biomasse végétale, la qualité de l'eau. On dit souvent, on boit de l'eau, on respire de l'air, on ne mange pas de sol directement, sauf très rarement. Et ça, ou quand Sophie Raous nous en conseille une cuillerée chaque matin. Voilà, donc après, il faut bien choisir le sol qu'on consomme. Comme pour l'eau, il faut varier les sources pour éviter de se contaminer parfois. Mais je pense qu'on a finalement un peu cette distance au sol, et dans l'inconscient collectif, les gens ont l'impression qu'il y a du sol partout et qu'il y en aura toujours, et que finalement ce qui importe, c'est pas tant la qualité du sol, sauf pour ceux qui cultivent, les jardiniers par exemple, ou les agriculteurs, mais ça va être, ce qui est important, c'est la capacité qu'on a à se nourrir, à avoir des quantités d'aliments disponibles, et que ces aliments soient de bonne qualité, et qu'on ait de l'air à respirer, etc. Donc on a un peu cette distance, et ce que je dis parfois, c'est que cette distance au sol, elle commence... Enfin, pour moi, elle a commencé. Si, dans les petites classes, je pose souvent la question, quel a été votre premier contact à l'école avec les systèmes sol-plante? Et là, dans 80% des cas, les gens me répondent, j'ai fait pousser une graine de haricot sur du coton. Voilà. Donc on est mal parti, on commence très mal. Mais néanmoins, je pense que, trêve de plaisanterie, c'est aussi une forme de réalité, mais je pense que les gens, dans ces dernières années, prennent de plus en plus conscience de
de l'importance du sol et des fonctions qu'il assure, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais je crois, au-delà du sol et de ses fonctions, du fait que la couverture pédologique, c'est-à-dire les sols dans nos environnements, elle est quelque part continue. Elle ne se limite pas au sol forestier, au sol agricole. On a aussi les franges périurbaines, les villes, les sols de friche industrielle, par exemple. Alors bien sûr, qui sont historiquement ont été beaucoup plus considérés comme des contraintes que comme des ressources. Mais je crois que les gens, de plus en plus, ont cette conscience. Et je reviens un peu à cette image des petites classes. Et on a de plus en plus d'écoles où il y a un jardin pédagogique, où on a un peu oublié le coton et la graine de haricot, et où les enfants font pousser des plantes directement dans du sol, sans qu'on dise « ne touche pas au sol, c'est sale ». Je suis un fervent adepte de la formation et de l'éducation, finalement, et je pense que c'est ça qui fera bouger les lignes aussi à l'avenir. Donc effectivement, le sol, je pense qu'on a une distance qui est de moins en moins lointaine avec le sol. On pourrait faire le sondage ici, mais les gens ont une considération du sol, à mon avis, qui évolue ces dernières années, voire dernières décennies, et à mon sens, de manière profitable. Alors tout à l'heure, vous l'aviez dit en conclusion de votre intervention, il faut pouvoir étudier l'impact du changement climatique sur les sols. Arnaud Legout tout à l'heure parlait de changement global. Quand en 2015, l'ONU dit sur l'ensemble des sols fertiles, enfin que d'ici 60 ans, la fertilité des sols pourrait totalement être perdue. Il y avait également une étude qui faisait ce même constat à l'échelle du Royaume-Uni. Est-ce que ces annonces-là, c'est pour des annonces chocs pour nous faire peur et alarmer, être lanceur d'alerte sur la question de fertilité des sols, ou pour vous, chercheurs, les uns et les autres, c'est une véritable réalité, cette échéance? Qui veut répondre? Qui a la clé? Qui a la solution? Sans doute pas la solution, mais en tout cas, est-ce que ce cri d'alarme, c'est une véritable alarme? C'est pas juste un effet d'annonce? Bon, enfin, en deux mots, sinon on va laisser la parole à la salle. Hein, mais oui. mais je trouve que, alors déjà, c'est essentiel que ce cri d'alarme soit poussé à un moment donné. On a eu, si on prend les 5 dernières décennies, il y a eu des enjeux forts liés à la contamination des sols, aux problèmes sanitaires, à la dissémination des polluants, et on a beaucoup vu finalement la gestion et la préservation des sols autour de ces questions de contamination, et c'était incontournable et essentiel de faire ça. Je pense qu'on en revienne à des questions qui sont liées à ce qui est finalement le premier facteur santé des sols, qui est leur fertilité, c'est-à-dire leur capacité à être le support d'une vie, mais aussi à être le support d'une production de biomasse qui derrière génère de la vie, puisque cette biomasse va être consommée par des organismes qui en ont besoin, hein, dont nous essentiellement. Je pense que de ne pas occulter la fertilité des sols par des questions de contamination, c'est très bien. Après, il ne faut pas qu'on arrive à une situation inverse où on viendrait à occulter la problématique de la contamination des sols par des problématiques de fertilité. Et je pense que c'est surtout pas vers ça qu'il faut aller. Donc il faut de plus en plus aller vers une approche intégrée de la qualité des sols, de leur fertilité physico-chimique, de leur niveau de contamination, des risques de dissémination de contaminants. Et au final, je crois qu'il y a une clé derrière tout ça, c'est la vie des sols. C'est le fait qu'ils soient support d'activité biologique. C'est quand même un bon indicateur en termes de fertilité et peut-être d'innocuité. Donc après, les effets d'annonce et le fait de mobiliser les gens, je pense que c'est tout à fait justifié. Je parlais encore du phosphore ce matin. Rien que par cette question-là, on imagine que notre capacité à avoir des sols fertiles et à produire des aliments pour la population mondiale qui ne cesse de croître, avec un autre élément dans l'équation qui est qu'on jette plus d'un tiers des aliments avant même de les avoir consommés. Donc là, on est face à une vraie question, et une question massive en termes d'avenir, hein, et qu'il faut gérer. Alors après, ça passe évidemment par des changements de pratiques, par des changements de paradigme, par des évolutions dans la formation des jeunes qui vont être les acteurs de toutes ces filières à l'avenir. Donc voilà, la question, elle est vaste, mais oui, la fertilité des sols, c'est une vraie question pour l'avenir. Alors on a évoqué les sols forestiers avec leur impact positif sur la qualité de l'eau, les biosolutions en milieu agricole avec des enjeux de changement de pratique. Regardons encore ce qui s'y passe, je reviens vers vous Pascal Simonet, sur la question des apports pour la médecine et notamment des antibiotiques.
Alors, peut-être Allez-y. je peux voir ma première diapositive. Voilà. Ce serait pour rappeler quand même, je suis microbiologiste, bactériologiste, et vous avez ici les chiffres qui ont été proposés il y a quelques années par un chercheur américain, et que vous voyez les nombres de micro-organismes, de bactéries uniquement sur notre planète, donc avec le chiffre de 2 à 5, 10 puissance 30. Alors, on a du mal à s'imaginer, parce que 10 puissance 30, ça peut être 35, 25, etc. Pour illustrer un peu ce chiffre, il faut considérer que si, par exemple, on arrivait à dérouler le génome de chacune des bactéries, qu'on le mettait bout à bout, alors souvent, quand je fais des cours, je demande aux étudiants, mais où on irait? Alors certains me disent jusqu'à la Lune, etc. En fait, avec ces nombres, on va jusqu'aux confins de l'univers. Donc, c'est pour vous donner une idée. Alors, ça, c'est le nombre de bactéries. Les bactéries sont infectées par des virus qui sont des bactériophages, et il y en a à peu près 10 fois plus que de bactéries. Et tout ça contribue à faire... Alors, ce qu'on peut voir aussi, c'est que s'il y en a une partie qui se trouve dans les océans, une partie dans ce qu'on appelle le sol, c'est-à-dire le sol de surface, la plus grande majorité, en fait, se trouve dans les sous-sols profonds, aussi bien sous les océans que sous la croûte, enfin sous les sols des continents. Alors, donc, une importance quantitative énorme. Et, dans les sols que l'on a, là, le nombre de cellules bactériennes est de 10 puissance 9, c'est-à-dire 1 milliard de cellules bactériennes par gramme de sol. Alors, ici à Nancy, il faut absolument que je prononce le mot champignon et mycorhize. Beaucoup de gens y travaillent dessus. Et à ce milliard de cellules bactériennes, il faut rajouter, bien entendu, les mycorhizes et d'autres champignons. Alors, ce qui est aussi extrêmement intéressant, c'est que s'il y a une très importante quantité de bactéries, leur diversité est absolument aussi considérable. Absolument considérable. Actuellement, on est incapable de dire dans n'importe quel type de sol, dans 1 gramme de sol, combien il y a d'espèces bactériennes différentes. L'espèce bactérienne, c'est quelque chose encore de beaucoup plus large, je ne vais pas rentrer dans les détails, que l'espèce au niveau des animaux supérieurs, par exemple. Mais on est incapable de dire s'il y en a 100 000 ou 10 millions. C'est à peu près l'ordre de grandeur que l'on donne. Pourquoi ? Parce que la grande majorité de ces bactéries vivent à des niveaux de population extrêmement bas, de quelques cellules par gramme de sol. Des fois, ça va jusqu'à une cellule. Et ça, il contribue à ce qu'on appelle la redondance fonctionnelle du sol, c'est-à-dire que ces bactéries, et à la résilience, quand les conditions vont changer, elles vont pouvoir se développer. Donc, j'ai un peu du mal à savoir déjà s'il y a une perte de diversité au niveau des bactéries. Moi, je n'ai pas l'impression, même dans les travaux qui sont actuellement publiés, qui disent que dans une agriculture extrêmement intensive, etc., on a une baisse de diversité. En fait, on s'aperçoit qu'on réduit le nombre de bactéries dominantes qu'on va pouvoir observer. Mais par contre, si vous laissez le sol tel quel, très rapidement, il y a un retour pratiquement à la normale. Et on est incapable aujourd'hui de donner cet ordre de grandeur de la diversité et de répondre à la question est-ce que les sols sont en danger ou pas, est-ce qu'il y a une baisse de qualité. Tout à l'heure, j'ai mentionné le cas du lindane. Quand on a des polluants, en fait, pratiquement, on va contribuer à augmenter, dans certains cas, en poussant le bouchon un peu loin, à augmenter la diversité, parce que les bactéries vont réagir. Et dans cette diversité, on en connaît une infime part. Voilà. On me disait de l'ordre de... ma diapo suivante. Voilà, c'est ça, de 1% voilà. sur 99%. Voilà, donc ce qui a été mentionné ce matin, c'est que la façon, par exemple, de faire de la bactériologie depuis Pasteur, c'était de prendre un peu de l'échantillon, en l'occurrence de la terre, de la mettre sur une boîte de pétri, puis de regarder ce qui se pousse, c'est la partie à gauche de la diapositive. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que sur des environnements comme le sol, c'est à peu près de 0,1 à 1% des bactéries qui vont arriver à se développer. Tout le reste, c'est inconnu.
Là, alors après, il y a des méthodes qui ont été développées, c'est des méthodes modernes depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire que ça change complètement la façon de faire de la microbiologie, on ne voit plus les bactéries, mais on va récupérer uniquement leur ADN et étudier leur ADN. Alors bon, si j'avais du temps, je pourrais vous parler des différents problèmes qu'il peut y avoir, parce qu'il ne faut pas non plus croire que c'est la panacée et qu'on va tout régler avec ces méthodes. Non. Alors, donc, on en connaît très peu. Aujourd'hui, un certain nombre d'antibiotiques, justement, voilà. C'est important, sont issus de ça. La diapo suivante, donc, qui montre, c'était, en fait, 70% des antibiotiques qu'on a dans notre pharmacopée aujourd'hui proviennent de micro-organismes de l'environnement. Les chimistes, pendant un temps, ont dit, attendez, nous, on va vous régler le problème. Et on va créer. Pourquoi le problème? Parce que maintenant, on n'arrive plus à trouver de nouveaux antibiotiques. On sait, les technologies se sont basées sur ces 0,1%, les trucs les plus faciles. Comme ça a été dit ce matin, on mettait un peu de terre sur la boîte de pétri, on avait des bactéries, on testait pour savoir si elles tuaient ou pas d'autres pathogènes, enfin des pathogènes comme étaient à côté. Et ça a marché pendant une trentaine d'années. Donc pratiquement tous les antibiotiques qu'on a viennent de ça. Les chimistes ont dit on va élargir la gamme, mais non, ils se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient pas à créer de nouveau de la diversité. Ils repartaient de quelque chose qui existait déjà, les modifiant un petit peu, mais ça n'arrangeait pas la question. Donc l'idée maintenant, c'est d'aller essayer de trouver dans le 99% de celles qui ne sont pas étudiées, qui ne sont pas cultivées, éventuellement, c'est un réservoir presque inépuisable de molécules. Et là, on le sait par différents outils, eh bien, qu'il y a une diversité de molécules qui est absolument considérable là-dedans. Alors le problème, c'est que pour y arriver, ça peut être une des voies que j'ai montrées ici, c'est-à-dire qu'on prend un morceau de l'ADN qui vient de l'environnement, on le met dans une bactérie qu'on sait bien, qu'on a domestiquée, comme on dit, comme Escherichia coli, puis on dit à la bactérie, ben maintenant, elle produit l'antibiotique dont les gènes sont sur le morceau qu'on t'a cloné. Là encore, ce n'est pas aussi facile que ça, mais ce qu'il faudrait, c'est avoir des moyens pour le faire, notamment par les grandes compagnies pharmaceutiques, mais qui ne sont pas intéressées. Pourquoi? Parce que ce n'est pas intéressant de produire des antibiotiques. Les antibiotiques sont victimes de leur succès. En une semaine ou 10 jours, vous êtes débarrassé de l'infection que vous avez. Ce n'est pas très cher. Et en plus, vous risquez d'avoir des gènes de résistance qui vont se développer et empêcher l'action de l'antibiotique. Et en plus de ça, c'est que s'ils venaient à en trouver de nouveaux, on leur dirait, ceux-ci, on les garde en dernier ressort, donc vous ne les commercialisez pas. Donc les grandes compagnies pharmaceutiques disent, nous, on préfère travailler sur Alzheimer, ou enfin trouver des remèdes pour les pays riches qui vont retarder le développement de maladies que les gens vont prendre pendant très longtemps. Alors on a entendu avec vous tous un certain nombre d'impacts positifs du sol sur notre environnement et notre santé au sens large. Néanmoins, un point qui vous rejoint tous, c'est le défi de la connaissance. La connaissance, vous avez commencé à l'évoquer, Pascal, sur ces 99 et quelques pourcents que l'on connaît très peu sur la vie bactériologique. Et puis aussi, par exemple, Séverine, vous, dans le travail que vous faites autour des biosolutions, il y a encore un enjeu de compréhension des mécanismes, d'un certain nombre de mécanismes. Oui, tout à fait, parce que, comme l'a dit Pascal, le sol est un réservoir de biodiversité. Après, bien évidemment, pour arriver jusqu'à une biosolution applicable sur le marché, il faut screener des micro-organismes, il faut faire la preuve finalement de leur capacité à réaliser la fonction. Et donc ça fait beaucoup de travail et finalement on s'aperçoit que même si le contexte est porteur par rapport à ces biosolutions, les industriels sont assez frileux et ont besoin finalement d'avoir vraiment la preuve de concept avant d'investir de l'argent, quoi. Donc du coup,
ça repose quand même beaucoup sur la recherche publique. Oui, beaucoup de recherche publique indispensable, et à la fois pour chaque écosystème, on va dire, les interactions sont aussi tellement importantes qu'il faut pouvoir discriminer qu'est-ce qui interagit et comment pour pouvoir justement pouvoir démontrer ces biosolutions. Tout à fait. De toute façon, ces biosolutions, elles ne pourront être commercialisées que dès l'instant où on aura vraiment fait la preuve de concept pour tel type de sol, tel type de culture, pratique, etc. Donc c'est sûr que voilà, il y a un énorme champ de travail encore à l'heure actuelle. Arnaud Legout, pour revenir au sol forestier, là aussi des enjeux de connaissance et puis aussi sans doute des choix politiques qui vont être devant nous parce que, vous le disiez, la demande en bois, on est dans une crise énergétique aujourd'hui, la demande en bois augmente, mais on peut arriver à un stade où on produit plus de bois mais on a moins de forêt. Et donc les sols sont plus les mêmes. Alors, oui, je pense que les impacts du changement global, là, tel que je l'ai défini, si on s'intéresse plus particulièrement à la sylviculture, ce qu'il faut préserver, Christophe l'a dit, on l'a dit à de nombreuses reprises ce matin, c'est cette notion de fertilité qu'on peut décliner sous différentes composantes, chimiques, physiques, biologiques. Quand on va vouloir extraire ou sortir plus de bois d'une forêt, les impacts peuvent être importants. On présentait la production d'eau, mais toutes les fonctions peuvent être impactées. Toutes les fonctions peuvent être impactées dès lors qu'on va toucher à la fertilité de cet écosystème. Donc après, disons les choix politiques. On peut produire, c'est ce qu'on fait, nous, ça fait partie de notre travail, c'est des bonnes pratiques, des guides de bonnes pratiques, pour parler si on s'intéresse à la forêt, des bonnes pratiques sylvicoles, et puis des indicateurs pour diagnostiquer la capacité de l'écosystème, en gros, à assurer une fonction. Par exemple, pour la fertilité chimique, on peut s'intéresser à évaluer tout d'abord cette fertilité chimique, ce qui va être sa capacité finalement à produire, entre autres. Et derrière, en fonction du niveau de fertilité chimique de cet écosystème, on va pouvoir décliner différentes recommandations. Typiquement, sur des écosystèmes pauvres chimiquement, il faudra extraire moins de biomasse que sur des écosystèmes dits riches.